Notre Faso d'Anfani est allé à la conquête du continent africain. Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. Le succès a été total. La camarade Ouedraogo, née Jeanne Koulibaly, nageait dans le bonheur. Elle vient de réussir une percée fantastique. Dans un premier temps, nous sommes venus ici pour faire connaître d'abord les produits burkinabés, mais arrivés sur place ici à Africa Hall, nous nous sommes rendus compte que les gens étaient plutôt intéressés par l'achat. Donc en venant, nous n'avons amené que quelques petits échantillons. Mais vu l'affluence, vu la forte demande qui s'est présentée à nous, nous étions obligés d'envoyer rapidement un téléx au Burkina Faso pour demander encore qu'on nous vienne en renfort. C'est ainsi que j'ai reçu près de 200 à 300 sacs, vous êtes à 300 pailles. Vous êtes témoin de ce qui se passe présentement ici. C'est presque la lutte pour avoir une tenue Faso d'Anfani et les pailles aussi. Faso d'Anfani a damé le pion à un stand éthiopien de vêtements, son voisin et rival, déserté par la clientèle. Madame Gertrude Mensa, traductrice à l'OUA, s'est déclarée intéressée. Lorsque nous avons entendu parler du Faso d'Anfani, on n'avait pas compris qu'il y avait toutes ces variétés de tissus. Et c'est la première fois que je vois une exposition de Faso d'Anfani et je suis très intéressée. J'ai choisi pas mal d'échantillons que je vais faire commander au Burkina Faso. Et ils me les feront parvenir par des amis ici à Addis Abeba. Et je pense qu'on pourra faire quelque chose de vraiment très joli avec, surtout pour les femmes. Le 23e sommet de l'OUA a convenu d'une conférence économique en septembre prochain pour étudier les moyens d'alléger le fardeau de la dette des pays africains, dette qui s'élève à environ 175 milliards de dollars. Pendant son discours inaugurant son mandat, le président Kaunda a demandé à ses pairs de s'engager à édifier une communauté économique continentale à l'horizon 2000 et à réaliser l'indépendance et la libération totale de l'Afrique du Sud et de la Namibie. Le 23e sommet de l'OUA a fustigé l'attitude de certains pays occidentaux, notamment les États-Unis, la Grande-Bretagne et la République fédérale d'Allemagne, qui refusent de voter au Conseil de sécurité de l'ONU les sanctions globales et obligatoires contre l'Afrique du Sud. Le 23e sommet de l'OUA a élu son bureau qui comprend, outre la Zambie qui en assure la présidence, 9 autres pays qui se partagent les vice-présidences. Ce sont l'Éthiopie, le Burkina Faso, le Rwanda, la Tanzanie, le Mozambique, le Ghana, la Tunisie, le Tchad et le Nigeria. Le sommet s'est penché sur le renouvellement des mandats des secrétaires généraux adjoints de l'OUA, des postes apparemment sans enjeu et qui pourtant suscitent de l'intérêt. L'Égypte s'est portée candidate et n'a pas hésité à faire le déplacement à Addis Abeba avec une très forte délégation de 270 membres. L'Algérie occupe ce poste depuis une vingtaine d'années et s'y accroche. Allez savoir ce qui se cache derrière. Quant au poste de directeurs généraux de l'UNESCO et de la FAO, M. Matarombo et Saouma sont venus solliciter l'appui des pays africains en vue des prochaines échéances. Le Sénégalais Mbo s'abstient de déclarer sa candidature et attend que les chefs d'État le proposent. Le candidat mauritanien, M. Baba Miskin, est lui aussi intéressé par le poste. À la FAO, la course est engagée entre l'actuel directeur général, le Libanais Edouard Saouma, et le Béninois Moïse Mensa. Toujours au rendez-vous des événements, les médias se sont mobilisés pour transmettre au monde entier l'information utile. Malheureusement, ils ne rencontrent pas toujours la disponibilité souhaitée. Ils ont par exemple été chassés comme des malpropres juste avant l'intervention du président Bongo sur le Tchad. Que sont-ils donc venus chercher à Addis Abeba? En dehors des réunions officielles, les chefs d'État prennent de nombreux contacts entre eux. Les travaux de fond se mènent à ce niveau. Pour sa part, le président Sankara a eu de nombreux entretiens avec plusieurs personnalités. Il a rencontré le président Omar Bongo du Gabon, Chadli Benjedid d'Algérie, le secrétaire général de l'ONU, Sam Noujema de la SWAPO, Simeon Aké, ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, le président de la République arabe sahraoui démocratique, Hissène Habré du Tchad,
Mengistu Haile Mariam d'Éthiopie, Didier Rassirac de Madagascar. À l'issue de leur entretien, les deux présidents se sont prêtés aux questions de la presse malgache et burkinabé. Le président malgache a laissé entendre qu'il effectuerait un jour une visite au Burkina Faso. J'irai un jour, mais il faut que j'en ai les moyens. Vous savez, moi, quand je voyage à l'extérieur, souvent, c'est l'Union soviétique, par exemple, qui me prête un avion, c'est le président Kim Il-sung de la Corée du Nord qui me prête un avion. Je n'ai pas les moyens de certains pays qui ont des ressources pétrolières pour aller visiter. J'aurais bien voulu, moi, faire un tour dans l'Afrique de l'Ouest, visiter le Burkina, le Ghana, le Bénin, etc. Mais je vous promets que je viendrai un jour. Fidèle à l'engagement pris devant ses pairs, le camarade président du CNR et du FASO s'est envolé avant la fin du sommet à destination de la Libye pour rencontrer le colonel Kadhafi. Il a fait escale à Koufra, ville libyenne de 30 000 habitants où il a été accueilli par les structures populaires locales. Koufra se trouve à 1700 km de Tripoli et sur cette distance, la Libye a construit un aéroport tous les 300 km. À Sirte, le président Sankara et le colonel Kadhafi se sont entretenus longuement. Le différend tchado-libyen a été, vous vous en doutez, au centre de la conversation. Le Burkina Faso a rempli son devoir vis-à-vis de l'Afrique. Je tiens à vous remercier d'avoir répondu à mon invitation et je tiens votre présence comme l'expression de votre souci d'objectivité. À tous ceux d'entre vous venus de l'étranger qui ont fait le déplacement de Ouagadougou, soyez-en remerciés au nom du CNR, car votre présence ici est le témoignage de l'intérêt que vous, et à travers vous, l'opinion de vos pays respectifs, portez à l'expérience révolutionnaire naissante en Haute-Volta. Témoin privilégié de par votre profession de l'évolution politique de la Haute-Volta, depuis le coup d'État du 7 novembre 1982, vous avez tous suivi les étapes du CSP jusqu'au 17 mai dernier. Jusqu'à cette date, nous avions posé des jalons de la libération de notre pays de toute tutelle et marqué le pas vers la restauration d'une vraie démocratie, d'une vraie justice sociale. Ces objectifs auxquels le peuple voltaïque avait adhéré sans réserve, nous pensions les faire partager par tous, par la voie du dialogue, de la discussion et de la persuasion. Dans toutes les initiatives, nous nous sentions bloqués par des forces antiprogressistes qui, pour se couvrir, invoquaient les pesanteurs sociales ou sociologiques. À aucun moment, nous ne nous sommes départis de l'esprit du dialogue. Et nous prenions le temps, parfois trop de temps, pour expliquer nos initiatives et convaincre les réticences. Et à mesure que les idées progressistes se développaient au sein des larges couches de la population, la réaction intérieure comme extérieure se sentait menacée par ce courant populaire. Il n'était plus alors étonnant qu'elle utilise la force pour interrompre ce processus. C'est le sens du coup d'État du 17 mai dernier. On nous a alors accusés de tous les torts, d'avoir notamment frauduleusement introduit des armes en direction de Pau, d'avoir invité le colonel Kadhafi à l'insu du chef de l'État, d'avoir tenté d'imposer un type de société, et j'en passe. Sur toutes ces questions, nous sommes disposés à vous donner non seulement des explications, mais aussi des preuves matérielles qui ont été cachées aux voltaïques. Madame, Messieurs les journalistes, la grande tribune que m'offre votre présence ici me permet de dire et de redire au peuple voltaïque et à tous les peuples du monde que la révolution voltaïque n'est dirigée contre aucun peuple, contre aucun État. Elle se veut une prise en main par notre peuple de ses propres destinées à travers une conscience politique claire et une reconversion des mentalités. Aussi, me permettrez-vous d'adresser tous mes remerciements à ces millions de voltaïques qui, depuis le 7 novembre 1982, nous ont toujours fait confiance
À tous ceux qui se sont battus contre l'arbitraire du 17 mai dernier, nous adressons également nos remerciements. Qu'ils se soient battus à l'ombre ou au grand jour, qu'ils se soient battus de manière concrète ou de par leurs critiques pertinentes. Nos remerciements vont également à ces millions de lecteurs, d'auditeurs et de téléspectateurs étrangers qui ont pour la Haute-Volta et pour la Révolution cette réelle sympathie que nous tâchons de toujours mériter. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le sens de votre déclaration nous amène tout droit à aborder les causes politiques du coup d'État du 4 août. Et c'est ce qui constituera le premier volet de la situation politique intérieure. Et c'est à la radiodiffusion nationale que revient le privilège de vous poser la première question. Dan Noël de la radiodiffusion télévision voltaïque. Monsieur le Président, le 4 août est perçu par certains comme étant une action revancharde à l'encontre des tenants du pouvoir après le 17 mai. Alors, comment présentez-vous cette action et aussi la politique future du Conseil national de la Révolution? Oui, c'est exact. J'ai moi aussi entendu de telles analyses. Mais enfin, il faut considérer que pour certaines personnes, le problème du peuple voltaïque se pose simplement en termes de clan. Et qu'il faut considérer aussi qu'il est tout à fait normal pour certains de voir dans chaque action des actions revanchardes, des reprises, des retours, etc. Pour nous, nous pensons que le 4 août est simplement l'aboutissement, la concrétisation d'une volonté populaire que vous avez pu suivre ici en Volta. Du reste, nous disons que tous ces voltaïques qui se sont mobilisés à Ouagadougou et ailleurs, après ce fameux coup d'État du 17 mai dernier, tous ces voltaïques ne se sont pas mobilisés simplement à cause du capitaine Sankara et de ses camarades, mais à cause d'un processus auquel ils étaient très attachés, processus de libération du peuple voltaïque pour qu'il prenne son destin, son développement en main. Ils se sont battus parce qu'ils n'admettaient pas la gifle infligée au peuple voltaïque. Ils se sont battus parce qu'il y avait comme une trahison des intérêts du peuple voltaïque, trahison aussi qu'ils ne pouvaient pas admettre. S'il y a revanche, il y a revanche du peuple contre la réaction qui s'était retrouvée autour de quelques hommes, de quelques individus. Mais il n'y a pas revanche entre un groupe et un autre. Monsieur le Président, si vous permettez, il y a la politique future, comme je l'ai posé en deuxième partie de cette question. Comment vous la présentez, la politique future donc, du Conseil national de la Révolution? La politique future, nous aurons l'occasion de la développer d'un point de vue idéologique, d'un point de vue politique également. Et vous me permettrez de ne pas insister sur cette question pour l'heure. Néanmoins, je puis vous dire d'ores et déjà que nous envisageons cette politique de manière révolutionnaire. Serge Théophile Balima, Volta Vision. Monsieur le Président, le CNR est-il une continuation du CSP d'avant le 17 mai? Le CNR, continuation du CSP. D'avant le 17 mai, vous avez eu cette présence d'esprit de rectifier, enfin de préciser, je vous remercie. Nous sommes d'accord, nous affirmons que le CNR est une continuation du CSP d'avant le 17 mai et un dépassement de ce CSP. C'est ce CSP d'avant le 17 mai qui nous a permis de nous lier au peuple voltaïque, de l'amener à s'exprimer et à nous dire quelles étaient ses aspirations sincères et profondes, de les connaître, ces aspirations, et de définir à partir de ce moment une politique, celle du CSP de l'époque, qui devait progressivement amener le peuple voltaïque à prendre, à assumer réellement le pouvoir à son profit. Vous savez que ce CSP d'avant le 17 mai a pris fin avec précisément le 17 mai. C'est-à-dire que quelque part, quelqu'un a trahi le peuple, et cette trahison s'est opérée le 17 mai.
Luc Adolphe Thiao de Carrefour Africain. Monsieur le Président, lors d'un entretien que vous avez eu avec les journalistes de Carrefour Africain, alors que vous étiez Premier ministre, vous aviez dit que le CSP cherchait une stratégie pour mettre fin aux putsch militaires en Haute-Volta. Maintenant que vous présidez aux destinées du peuple voltaïque, pensez-vous que le CNR peut être la dernière percée de l'armée dans les affaires politiques de l'État voltaïque? En tout cas, nous le souhaitons. Et nous sommes convaincus que la meilleure façon de limiter l'usurpation du pouvoir par un groupe d'individus, militaires ou non, c'est de responsabiliser d'abord le peuple. Entre des fractions, entre des clans, on peut perpétrer des complots et des coups d'État. Contre le peuple, on ne peut pas perpétrer un coup d'État durable. Et par conséquent, la meilleure façon pour nous d'éviter que l'armée ne confisque à elle seule, pour elle seule le pouvoir, c'est de faire partager d'ores et déjà ce pouvoir par le peuple voltaïque. C'est ce vers quoi nous tendons. Richard Amigo de l'agence voltaïque de presse. Monsieur le Président, l'avènement du CSP le 7 novembre 1982, beaucoup d'observateurs politiques vous en ont attribué la paternité. Si tel était le cas, pourquoi n'avez-vous pas pris la direction politique, ce qui aurait pu du reste éviter les événements du 17 mai? C'est bien dommage. Il y a des observateurs qui voient les problèmes politiques comme des bandes dessinées. Il faut un Zorro, il faut une vedette, Non, le problème de la Haute-Volta est plus sérieux que cela. Et ça a été une grave erreur que d'avoir cherché, coûte que coûte, un homme, une vedette, jusqu'à en créer, c'est-à-dire attribuer la paternité au capitaine Sankara qui en fut le cerveau, etc. Je vous dirais que le 7 novembre est une histoire très complexe, pleine d'anecdotes. Le 7 novembre a donné naissance à un pouvoir qui était très hétérogène et un pouvoir très composite, avec ses contradictions inévitables. Le 7 novembre, mes camarades et moi, tous nos efforts ont contribué, tous nos efforts cherchaient à empêcher le déroulement de ce coup d'État. C'est curieux, mais nous n'étions à Ouagadougou que par coïncidence. C'est curieux, mais nous avions tout fait auprès de ceux qui avaient intérêt à ce que ce 7 novembre ait lieu, pour qu'ils abandonnent leur projet. Mais vous comprenez que la vision des problèmes politiques n'est pas la même pour tous. Pour certains, il suffit d'avoir les armes, d'avoir avec soi quelques unités, et on prend le pouvoir. Pour d'autres, et c'était notre conviction, le pouvoir doit être d'abord l'affaire d'un peuple conscient. Par conséquent, les armes ne constituaient qu'une solution ponctuelle, occasionnelle, complémentaire. Il n'y a pas de problème, nous les suivrons. Si au contraire ils en veulent, nous les suivrons également. Donc, nous n'allons pas utiliser l'entrée du Mali à l'UMOA, notre droit de veto au niveau de l'UMOA contre le Mali, comme un moyen de pression, de chantage. Si nous devions en parler, ce serait dans un autre cadre et nous n'avons pas l'intention de mêler aussi ce problème, cette question de l'UMOA qui a bien servi, qui a servi très commodement ceux qui n'avaient pas d'autres arguments, avec cet autre problème artificiel auquel vous faisiez allusion et que je ne connais pas. Monsieur le Président, si le soutien des pays africains au mouvement de libération a toujours été unanime,
Il n'en est pas de même sur les questions du conflit tchadien et du Sahara occidental. Monsieur le Président, je voudrais savoir la position de la révolution voltaïque sur ces deux questions. La position de la révolution voltaïque est inscrite dans la proclamation du 4 août. Vu la proclamation du 4 août, nous soutenons tous les mouvements de libération. Monsieur le Président, vous l'avez dit au début, comme par symbole, vous avez installé votre quartier général au Conseil de l'Entente. Il semble cependant que certains pays du Conseil de l'Entente sont farouchement hostiles au Conseil national de la Révolution. Lesquels? Je ne peux pas les citer, Monsieur le Président. Mais tant que vous ne les citerez pas, je ne pourrai pas vous répondre non plus. Bon, par exemple, la Côte d'Ivoire, le Togo ou le Niger. D'accord. J'ai eu des contacts avec les dirigeants de ces pays, voisins, amis et frères. Des contacts téléphoniques extrêmement rassurants, par lesquels contacts ils nous ont également assuré en retour de leur soutien et de leur désir sincère de voir la Haute-Volta s'engager dans une voie de développement, dans la stabilité, comme ils le précisaient généralement. Ils l'ont précisé tous. Je tiens le président Houphouët-Boigny, le président Eyadema, le président Sékou Touré pour des hommes de parole, des hommes d'honneur, et je n'ai pas de raison d'en douter. Si maintenant il y a des signes d'hostilité, comme vous le dites, il faudrait qu'avec ce que je viens de vous déclarer, vous vous posiez la question aux dirigeants de ces pays pour savoir pourquoi, malgré de telles déclarations, il y a malgré tout des signes d'hostilité contre la Haute-Volta. Rachid Lourjan du journal Moudjahid, Algérie. Donc je suis avec mon collègue de Algérie Press Service, représentant d'un pays arabe et africain. Et je souhaiterais, Monsieur le Président, que vous consacriez un mot sur vos rapports avec le monde arabe et vous demander comment vous souhaitez-vous voir fonctionner la coopération arabo-africaine et comment la Haute-Volta, du point de vue de la Haute-Volta bien sûr, comment la Haute-Volta envisage cette coopération. Les peuples arabes et les peuples africains sont des peuples qui ont le même combat. Il y a chez les peuples arabes comme chez les peuples africains la même dictature, le même système d'oppression, le même système d'inféodation et de développement de l'impérialisme. Tout a été utilisé pour opposer le peuple arabe au peuple africain et vice-versa. Je ne citerai pas de ville, mais vous avez ces expériences d'arabes et de noirs, d'arabes et de nègres qui s'empoignent régulièrement parce que cela peut alimenter les colonnes de certaines presses.